Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de créer un podcast Histoire d'hypercroissance où on prend le temps d'échanger, de comprendre leur parcours souvent atypique et je prends même le temps également d'y inviter des experts qui viennent décortiquer la croissance de ces entrepreneurs-là, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Annie Rouleau qui est à la tête de Unscented Company. Elle a créé cette organisation-là suite à un voyage à travers le monde où elle a vu tous les défis environnementaux qui nous guettaient, nous, ici sur la planète. Et cette compagnie-là est l'emblème même que l'hypercroissance peut avoir un impact positif sur la collectivité et changer des vies parce que tout ce qu'elle fait, c'est pour réduire l'empreinte écologique et elle est même allée chercher la certification B Corp et elle nous explique tout ce processus-là, tout son parcours et c'est tout simplement inspirant. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Annie Rouleau de Unscented Company. Très heureuse que tu sois ici. Oh, ça me fait plaisir d'être ici. Alors, on a eu plusieurs invités qui nous parlent toujours d'hypercroissance, mais chaque invité a toujours une chose unique. Et toi, ta saveur unique, c'est toute l'implication, l'innovation sociale, l'implication que tu as et la certification B Corp. Fait que c'est sûr que je veux que tu nous parles de ça parce que je pense que tu es avant-gardiste dans ton temps, dans cette approche-là. Et là, oui. Je pense que pour moi, oui, B Corp, c'est vraiment la fondation de mon entreprise. Fait que ça, on va voir, mais avant d'aller dans la fondation puis tout comprendre les belles choses que tu as fait dans ton entreprise, j'aime toujours commencer par l'individu. Et nous, on a la chance de se rencontrer une première fois par des relations familiales et des amis et tout ça. Et ça a cliqué tout de suite, hein. On a jasé, on était assis les deux au comptoir de cuisine, puis je pense qu'on n'a pas arrêté de jaser pendant 2 heures de temps. Et que je m'en rappelle ce moment-là. Oui. Fait que c'est un très beau moment. Donc, c'est un honneur pour moi de t'avoir, d'avoir pris le temps parce que je sais que tu es super occupée. Alors, mais tu as un parcours aussi extraordinaire. Alors, parle-nous un peu de ton enfance, d'où tu viens. T'avais-tu des parents entrepreneurs? Comment ça s'est passé pour toi? Et là. Moi, j'ai eu une chance inouïe. Je suis née dans une famille entrepreneuriale. Ma mère puis mon père avaient des entreprises. Fait que ma mère, elle avait une boutique qui s'appelait Le Grand Ménage. Okay. Où elle vendait de la peinture, de la tapisserie. On demeurait à Saint-Isidore-de-la-Prairie, donc dans un petit village de 5000 habitants. Et mon père avait sa propre entreprise aussi, mais parce que ma mère, à un moment donné, elle s'est décidée de rentrer la table de pique-nique de dehors dans la maison, y mettre un téléphone et dire « Bernard, c'est ton nouveau bureau, tu vas partir ta business. » Ben, j'imagine qu'ils s'en parlaient, là, mais nous, on a 7 ans, 8 ans. On parle d'entreprise, de start-up, on parle de cash flow, on parle d'embauche d'employés. Fait que moi, j'ai grandi là-dedans. Okay. Et ma mère, avec sa boutique, Le Grand Ménage, après l'école, on allait là. Elle avait toujours une petite pièce aussi quand on était malade. Elle avait un petit lit, un petit bureau. Ça fait que... Et il y avait toujours du cash dans la caisse. Dans la caisse. Pour aller chercher des bonbons. Donc, j'ai grandi là-dedans. J'ai vraiment eu des parents qui mettaient toute leur entreprise aussi à notre disposition. Tu sais, c'était pas comme caché. Oui. Par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on était dans un petit village. Puis oui, il y avait leur entreprise, puis c'était bien important. Mais ma mère était comme présidente de la FEAS, mon père du Club de Lyon, de la parade du Père Noël. Il était toujours impliqué dans la communauté. Okay. Et à un moment donné, mon père nous amène, il dit « OK, on s'en va faire du porte-à-porte, on va ramasser de l'argent. » Je dis « OK. » On part, on fait du porte-à-porte et c'était pour acheter une maison au village. Je me rappelle encore, 3800 $. Et on faisait venir une famille qui arrivait du Cambodge. En 1975, il y avait eu toute l'immigration avec les boat people du Cambodge. Et on a reçu une famille de 10 personnes, à Saint-Isidore-de-la-Prairie, qui ne dit pas un mot de français puis un mot d'anglais. Et on les a intégrés dans la communauté. Et moi, c'est de ce moment-là que je savais que d'être entrepreneur, c'était important. Parce que ce que je voulais faire, c'est juste ça que je connaissais. Mais que je serais un entrepreneur aussi qui serait impliqué dans ma communauté. Fait que ça vient de là. Ah, parce que là, moi, je te vois
partout, je te suis, je vois tout ce que tu fais, mais là, il y a toujours une corrélation aussi, hein, des fois avec les choses qu'on vit. Fait que toi, ça a dû être des beaux moments d'intégrer cette famille-là. J'imagine comment ça s'est passé pour eux une fois qu'ils sont arrivés dans le village. De là, je me rappelle de rentrer, et j'étais quand même assez jeune, mais je me rappelle de rentrer dans la maison et ça sentait pas les odeurs de bouffe qu'on connaissait. Oui. Tu sais, nous, au Québec, on était très, à cette époque-là, et là, ça sentait les épices et il faisait chaud. On dirait que tout se faisait à la vapeur. Donc, en plein hiver, il était en petite camisole. Oui. Mais il était 10 dans la petite maison aussi, là. Donc, j'ai des souvenirs comme ça d'odeur et j'ai des souvenirs de sensations de rentrer. Oui. Comment ça s'est passé? Je me rappelle, ma mère les accompagnait à l'épicerie. Ça, je me rappelle de ça. Mais je me rappelle pas qu'est-ce qu'ils mettaient dans le panier. C'est ça, mais c'est une belle... Mais dans le fond, ce que tu as vu, par exemple, c'est de faire l'épicerie, tout ça, c'est toute cette notion-là de donner au suivant, dans le fond, qui était intégrée dans les valeurs familiales. Et là, l'entreprise qui a commencé sa table à pique-nique, elle s'est rendue où, cette entreprise-là? C'est l'entreprise qui a, finalement, que ma mère a fermé sa boutique Le Grand Ménage pour joindre mon père. Ils sont allés construire une usine à Châteauguay. On est déménagé à Ville-de-Léry, pas loin de Châteauguay. Et mon père a bâti son entreprise. Écoute, il y avait 35 personnes à Châteauguay. Et quand moi, j'ai joint l'entreprise, parce que c'était un petit peu évident là, que je m'en allais là, mon père me dit non, l'université, une job, puis après ça, tu viendras me voir. Ah oui, c'était son critère, c'était sa façon de voir les choses. Alors, tu étudies en quoi, toi? Moi, j'ai été allée à l'Université d'Ottawa en finance. En finance, OK. Tu es allée chercher un bac en finance. En finance, avec une mineure en management. Et puis, je suis revenue, et puis là, j'ai commencé à travailler sur le parquet de la bourse. Après ça, Fait que j'ai vivoté un petit peu, puis à un moment donné, mon père est arrivé, puis il me dit, viens-t'en donc, là, t'es prête. Okay. Fait que j'avais 24 ans, je te dirais. OK. Et là, j'ai joint mon père et ça faisait pas un an, Cléo, qui me dit, OK, moi, je vais ouvrir les États-Unis, mais tu vas aller t'en occuper. Et que je pars en char jusqu'à Birmingham, Alabama. Puis je m'en vais m'établir là-bas, partir le volet américain de l'entreprise de mon père. C'était quoi le type d'entreprise? Nous, on avait une entreprise qui était une manufacture pour construire des équipements pour l'entretien des réseaux électriques. Donc, vraiment, à partir de la baie James jusqu'à ta résidence, toutes les fils que vous voyez là, les réseaux de transport et de distribution d'énergie, nous, on fabriquait la quincaillerie de ligne, l'outillage pour travailler là-dessus. Donc, tous les camions d'Hydro-Québec étaient équipés avec nos affaires. OK, fait que très, très, très niché. Très, très, très niché. Mais comment ton père a décidé de partir cette business-là? Parce qu'il travaillait pour la Shawinigan Power avant que ça devienne Hydro-Québec. OK. Donc, lui savait qu'il y avait un manque et qu'on pouvait, avec Hydro-Québec, qu'il y avait des gros projets de développement en hydroélectricité. Oui. Donc, il voulait amener de la nouvelle technologie, mais surtout, et puis ça, tu vas voir, ça va revenir, fabriquer au Québec. Donc, pour lui, je l'ai entendu dire tous les jours de mon enfance, Annie, le contenu québécois, c'est important. Annie, le contenu québécois, c'est important. Fait que c'est resté dans ma tête. Que le contenu tout le québécois, local. Et juste avant, tu me parlais, là, tu sais, t'as fait fabriquer ça, puis là, t'étais fière de dire, c'est une fille, elle est géniale, elle est ici du Québec. Donc, je pense que t'as encore ça dans tes gènes, dans tes racines. Oui. Alors là, la fille part avec quel âge à ce moment-là quand t'es partie? 24 ans. 24 ans. Fait que là, qu'est-ce qui se passe quand t'arrives là-bas, là? Mais là, tu vas trouver un appartement, puis tu t'ajoutes un matelas. Ça, c'est la première chose que j'ai fait. Et, bon, évidemment, j'ai choisi Birmingham, Alabama, et avec mon père, évidemment, parce qu'on avait une fonderie d'aluminium, un sous-traitant, déjà sur les lieux. Donc, je me rapprochais de mon sous-traitant avec la composante la plus lourde. Donc, c'est une question de transport et de logistique. Ça n'a pas été compliqué. Bon, parce que c'est pas tout le monde qui part du Québec pour s'en aller s'établir à Birmingham, en Alabama. Oui. Donc, on a ouvert un bureau, puis après ça, ouvert une petite usine d'assemblage. C'était pas bien compliqué. Et, j'ai embauché des gens pour faire de la vente. Puis là, moi, je suis partie sur la route, puis je suis allée vendre le produit de mon père dans les différentes compagnies électriques des différents États. Par contre, au bout de 2-3 mois, le président de la fonderie arrive. Puis il me dit, « Annie, I have a bad news. » Là, je dis, « Mais là, qu'est-ce qui se passe? I'm going bankrupt. » Fait que là, j'ai dit, ben voyons donc. J'ai dit, quand? Il dit, à midi. Fait que là, je dis, oh my God. Là, on a un problème. Ben oui. Fait que là, j'ai appelé mon père, j'ai dit, là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, va les acheter. OK. Fait que c'est ça. Fait que finalement, j'ai intégré une fonderie d'aluminium à ma petite
petite opération d'assemblage. C'est ça. OK. Fait que là, on a battu ça. Ça a duré malheureusement juste 5 ans parce que mon principal concurrent est allé voir mon père et dit « Je veux vous acheter ». OK. Fait que là, ils ont tout acheté et moi, je faisais partie du deal. Annie must stay on board. Puis, fait que je suis restée avec les nouveaux acquérants. Mais là, j'ai 30 ans. Là. Je suis rendue à 31 ans. Oui. Fait que là, ça dure 5 ans. Fait que là, OK. Fait que, tu sais, dans le fond, vous avez fait une belle croissance. C'est ça. Puis l'opportunité est venue, puis vous n'avez pas passé à côté de l'opportunité. Mon père, il n'a pas passé. Moi, je lui ai demandé, je disais, pourquoi moi, je ne la jette pas? Je vais aller voir Investissement Québec. On va essayer de financer ça. Mais la vente de l'entreprise s'est faite au Saint-Hubert, à Châteauguay, sur une napkin. OK. Fait que, tu sais, t'as pas de vérification diligente, t'as pas de chiffres, il n'y a pas un banquier qui va accoter ça. Parce que c'était pas fait sur des standards financiers, c'était vraiment fait parce que vous avez une niche au Québec et on veut se rapprocher d'Hydro-Québec. Et on venait d'avoir la crise du verglas. Ah, OK. Donc là, ça, les Américains voulaient avoir accès à ce marché-là qui était un peu vierge, tout est tombé. Oui. Alors là, fait que c'est ça. Fait que là, ton père profite de l'opportunité. Toi, une très belle école pour toi, là. Ah ben là, c'est comme extraordinaire. C'est ça. Et là, tu es resté là combien de temps une fois l'acquisition? Je suis allée au conseil d'administration à Chicago et je leur ai dit, je vais rester jusqu'à ce que je vois que la transition est transparente. OK. C'est-tu 1 mois, 5 ans, je ne le sais pas, mais moi, je ne veux pas de contrat. Ouais. Je vous le dis que je vais partir au moment où je vois que, les employés, il y a 30 employés à qui on se doit que la transition se passe correctement. Il y a des fournisseurs québécois, on veut s'assurer que la job reste ici. Et il y a des clients comme Hydro-Québec, on passe d'une entreprise québécoise c'était Hydrocom à McLean Power System. Oui. Fait que j'avais un petit peu de chemin à faire avant de quitter. Et ils ont été tellement des gentlemen. Je suis restée 4 ans avec eux. Wow. Comme présidente du Canada. Ça veut en dire beaucoup parce que tu sais, on s'en en dit beaucoup parce qu'on sait toujours lorsqu'il y a des fusions, acquisitions, il y en a beaucoup d'histoires d'horreur. C'est pas toujours facile, hein, tu sais. Donc, toi, tu as fait cette transition-là, tu es parti l'esprit tranquille. Oui. Et là, tu as quel âge à ce moment-là quand tu quittes? 33 ans. 33, 34 ans. 34. Là, qu'est-ce qui trottait dans ta tête à ce moment-là? Là? Et là, moi, je suis allée leur dire, parce qu'ils me l'ont demandé. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça n'a comme pas de bon sens parce que je vais dire, j'avais un très bon salaire, j'avais des très belles conditions, j'étais présidente pour le Canada. Dans quel esprit tu as 33 ans? T'sais, on te voit, Annie, aller prendre la position au Brésil, on te voit ailleurs. J'ai dit non, moi je me vois comme mon propre entrepreneur, mais là j'ai besoin d'un peu de recul pour savoir ce qui se passe ailleurs. Alors je m'en vais faire un tour du monde pendant 12 mois. Wow. Et là, ils m'ont payé un billet d'avion Montréal-Beijing, one way, avec 1 mois à l'hôtel. Ça a été mon cadeau de départ. Hey, j'en ai des frissons. Mais ils ont respecté ce que j'avais envie de faire. Oui. Fait que je suis partie. Puis là, finalement, je suis restée plus longtemps. 18 mois sur la route. 18 mois sur la route. Hey, parle-moi de cette expérience-là. Hey, écoute, moi, j'ai fait tous les parlements où je me suis assise et j'ai écouté les enjeux économiques et les enjeux sociaux dans tous les pays que j'allais. Il y en a certains qui m'ont refusé l'accès, c'est correct. Je ne pouvais pas m'asseoir à Cuba, mais du Chili, en Afrique du Sud, en Zimbabwe. J'ai fait le Zimbabwe, Botswana. Donc, j'ai fait l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud au complet. L'Océanie, évidemment. Chine, j'ai pas pu y avoir accès, mais j'ai fait un peu asiatique. Puis après ça, j'ai fini en Europe. Fait que là, toi, là, t'es en train de me dire, tu fais le tour du monde, là, puis c'est pas de prendre un cocktail puis de regarder la vue, là, c'était d'aller au Parlement puis de comprendre les enjeux économiques. Okay. Ben, je trouvais que c'est une belle façon de voyager, d'apprendre. Ben oui, c'est tellement brillant, mais j'y aurais pas pensé, là. Moi, je veux dire, j'ai vu des choses que j'aurais jamais pu voir autrement. Je te dis pas que j'ai pas fait les sites touristiques, là, mais c'était pas mon enjeu. Mon enjeu, c'était de plonger le Great Barrier Reef là, en Australie puis de voir du plastique. Mais surtout, c'était pas juste le plastique que j'ai vu. Les coraux étaient gris. Oui. Moi, je m'attendais de voir Nemo qui se promène. C'est pas ça que j'ai vu du tout. Oui. J'ai vu que l'érosion, la chaleur... Et puis, ça date, là, ça fait 15 ans de ça. Mais déjà, je suis revenue et j'avais un dénominateur commun. Oui, il y a des enjeux politiques, économiques, partout, mais il y a un enjeu qui était un dénominateur commun, c'était l'environnement. OK. Partout, c'est un enjeu. Écoute, en Argentine, j'ai vu un avion aller dans un lac chilien, juste à la frontière, voler de l'eau avec des hydravions, remonter et revenir arroser les vignes en Argentine. Wow. Il y a un problème d'eau, il y a un problème de... Donc,
tout ça, c'est des choses que j'ai vues pendant mon 10 mois parce que c'est à ça que j'étais ouverte. Fait que je me suis dit, je vais revenir à Montréal, je vais partir ma business dans quoi, je sais pas, j'avais aucune idée, mais on va avoir un impact. Un impact environnemental. Oui. Parce que, hey, mais c'est drôle que, tu sais, puis là, ça fait 15 ans de ça, puis tu avais déjà vu cette tendance-là qui, aujourd'hui, on s'entend, on commence à en parler, puis d'avoir, on veut que les gens aient une conscience un petit peu plus environnementale, sociale. On dit que c'est comme une tendance qui doit faire, moi, je le vois, là, dans tous mes plans stratégiques, c'est un critère. Tu sais, qu'est-ce que tu fais pour la culture de sustainability, de développement durable et tout. Mais toi, tu as vu ça il y a 15 ans. Wow, OK. Mais j'étais ouverte à le regarder, probablement. Oui. J'avais l'espace Oui. parce que j'étais sur la route, j'étais toute seule, j'étais pas fiancée, j'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant. C'est ce que je recherchais, c'est quoi qui s'en vient. Puis je l'ai juste vu. Puis quand tu commences à mettre tes lunettes d'une certaine façon, c'est que tu vois toutes les patterns, les récurrences de phénomènes d'une place à l'autre. Là, donc, wow. Alors, tu reviens, tu as ça en tête, un objectif, avoir un impact sur l'environnement. Oui. Qu'est-ce qui se passe après? Là, j'ai vivoté un petit peu. J'ai pris la présidence de la Société du Commensal, qui était une chaîne de restaurants végétariens à l'époque. Oui, très bonne. Monsieur Chagnon, qui était président de Vidéotron, vend son entreprise et achète dans sa fondation les restaurants et il me téléphone et me dit « J'ai besoin d'aide, de consultation ». Je dis, Monsieur Chagnon, j'ai pas de problème avec ça, mais je veux pas devenir présidente de quoi que ce soit. Je veux repartir ma business. Bon, finalement, les choses ont fait que j'ai pris la présidence pour les restaurants, mais ça a été une super belle expérience de vivre avec une fondation, un conseil d'administration, puis d'être impliquée. Fait que là, j'ai fait ça pendant 3 ans. OK. Après ça, j'ai eu des bébés. Puis je me suis décidée de me concentrer là-dessus jusqu'à l'âge de 42 ans. Donc, les 2 enfants avaient 3 ans et 4 ans. Et là, un matin, je me suis levée puis j'ai dit, c'est le moment. On va partir la business. Wow. Et là, ce qui est le fun aussi d'entendre, parce que, tu sais, justement, hier, j'étais en retraite stratégique et j'ai une membre de l'équipe de direction qui a annoncé à la fin de la journée, qui dit, écoutez, moi, je vais partir mon entreprise, il faut que je m'écoute. J'ai 2 jeunes enfants, la même chose. Elle doit avoir ça à peu près 42. Fait que c'est le fun de voir que des gens ont ce genre de courage-là, de faire des virements de carrière, des choix de carrière, puis de dire, regarde, c'est le bon moment, je le fais là. À 42 ans, avec des jeunes enfants, c'est possible, t'en es la preuve vivante. Absolument. Exact. De toute façon, je trouve que le métier de l'entrepreneurship, c'est le meilleur métier quand tu as des enfants. Oui. Parce que on sait ce que c'est. Il y a des récitals de ballet, il y a des journées de maladie, il y a des congés pédagogiques. Oui. Dieu sait, il y en a des congés pédagogiques. Il y en a-tu? Puis c'est tout le temps le mercredi, hein? Oui, c'est ça. C'est le mardi, le mercredi. Mais c'est jamais le vendredi, le lundi, puis tu fais un beau week-end. Exactement. Non, jamais. Donc, je trouvais que, franchement, d'être entrepreneur puis de le partir à mon rythme et au rythme de ma famille. Tu sais, je n'étais pas obligée à l'époque de partir en affaires puis de viser la planète. Oui. Je pouvais y aller doucement, partir mon entreprise, bâtir sa fondation pendant que les enfants sont en train de grandir. Puis j'ai jamais senti 2 minutes que j'ai négligé. Jamais. Mais ça, c'est génial. Wow. C'est une qualité, c'est ça. Là. Puis souvent, on dit... puis je trouve que cette dichotomie-là, souvent, puis moi, je le vis avec le mot hypercroissance, les gens vont dire... Tu sais, les gens, des fois, m'identifient comme une capitaliste, puis l'hypercroissance, puis tu sais, t'es pas en train de... Tu vas brûler la planète quasiment, là, tu sais, parce que... Mais au contraire, comment on peut maximiser... Moi, je le vois, comment je peux maximiser, mon talent, le mettre au service du bien commun, et puis maximiser le potentiel organisationnel d'une entreprise, puis après, avoir un impact, tu sais. Et les gens qui ont de l'impact aujourd'hui, c'est ceux qui vivent l'hypercroissance, tu sais. Moi, c'est toujours comme ça que je l'ai vu. Puis l'hypercroissance ne veut pas dire hypercroissance monétaire, ça peut être hypercroissance par rapport à une cause sociale, dire je vais avoir un impact X, Y, Z. Et puis moi, c'est ça que je trouve beau. Fait que comment l'idée de la compagnie naît, là? Je suis juste curieuse de voir, là. Tu sais, c'est beau à 42 ans, on part, là, mais... Mais j'avais 0 idée dans quoi je partirais, là. C'est pas vrai que j'avais des plans d'affaires de 18 pages, là. J'avais rien. Sauf que j'avais une intolérance aux fragrances et je fabriquais mes produits de lessive où j'achetais du savon de Marseille, je râpais ça, j'ajoutais ça avec du percarbonate. J'avais déjà ça depuis l'âge de 13 ans où je fabriquais parce que j'avais de la misère à trouver des produits nettoyants sans fragrance. OK. Pas compliqué. Et là, c'est mon mari qui me dit, bien là,
Pourquoi tu n'en fais pas ta business? Je dis, tu as bien raison. C'est venu comme un flash parce que là, je me suis dit, non seulement je vais avoir des produits sans fragrance qui vont répondre à un besoin personnel, je vais pouvoir améliorer les formules, qu'elles soient plus naturelles, plus biodégradables, efficaces. Tu sais, je savais ce que je voulais. Mais en plus, Cléo, je venais de régler mon problème de mission. Je voulais réduire l'empreinte de plastique collective. C'est ça que je voulais faire. Oui. Fait que finalement, j'avais le contenu et le contenant dans une business. Et plus je grandis mon entreprise, plus j'ai un impact à réduire notre empreinte de plastique, parce que c'est ma mission. Oui. Moi, ma mission, c'est pas de devenir le leader de liquide à vaisselle sur la planète. Oui. C'est de contribuer au mouvement de réduire l'empreinte de plastique. C'est ça ma mission. Donc, tout ce que je fais matin et soir, c'est de penser à développer des produits pour ma mission. J'ai jamais vendu du liquide à vaisselle de ma sainte vie. Jamais. C'est le véhicule pour te C'est permettre... mon véhicule, exactement. Pour être Donc, moi, capable plus je vends mon produit, plus on réduit. On réduit. Oui, l'emballage. Puis il y a une cause noble derrière ça. Donc, le nom de compagnie, Unscented Company, peux-tu nous en parler un peu? Oui, le nom de la compagnie, c'est Baleco. Donc, c'est le nom des enfants Balit avec le mot écologie. OK. Ça, c'est mon incorporation. La marque de commerce des Unscented Company a été déposée aux États-Unis et au Canada en 2013 et a été acceptée uniquement en 2016. OK. Donc, évidemment, comme toute personne québécoise de langue francophone, française, je me suis dit, oh, on va avoir un problème au Québec. Alors, j'avais une marque de commerce OH pour le Québec et The Unscented Company était prévu pour extérieur du Québec, tout ce qui était hors Québec. Premier contrat que je signe, Cléo, c'est Bulk Barn à Toronto. Le premier, littéralement 10 minutes après avoir obtenu ma marque de commerce. Et là, les produits se sont retrouvés dans toutes les Bulk Barns à travers le Canada, dont le Québec. Fait que là, j'ai comme tout de suite été prise dans mon jeu. Il a fallu que je fasse un choix. Et donc, je me suis dit, je vais en assumer les conséquences d'avoir un nom, une marque de commerce en anglais pour pouvoir développer une entreprise forte au Québec. Parce que je vais être capable d'exporter et d'avoir de la croissance. Je le sais que par bout, ça chicote. Je le sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Je le comprends. Sauf que pour moi, je n'avais pas les moyens financiers de développer une marque et d'aller convaincre les Américains, les Européens, les gens du Dubaï de la compagnie sans parfum. Oui. Tu sais, et c'est qu'à un moment donné, tu te réveilles et The Unscented Company, c'est pas juste une marque de commerce, c'est un positionnement. Exact. Oui, puis ce positionnement, le jour où je vais avoir un conseil d'administration, un conseil aviseur, il ne pourra pas rajouter de la lavande dans mon produit. Oui. Parce que le nom, c'est The Unscented Company. Donc, je voulais protéger cette gamme de produits-là comme positionnement stratégique et non juste de développer une marque de commerce cute. Exact. Mais je trouve ça brillant. Puis, tu sais, dans le fond, puis Vern, le fondateur de Gazelle, dit toujours... il challenge beaucoup les noms d'entreprises, tu sais, puis il dit, tu sais, il donne toujours l'exemple de Snapchat, tu sais, ben Snapchat, tu comprends la mission et ce que cette compagnie-là va faire, ben garde Snapchat, tu sais, fait que tu chattes puis tu fais une petite vidéo, tu sais, tu fais... Alors, ici, The Unscented Company, c'est exactement la même chose. C'est pour avoir un impact encore plus grand. Si toi, tu fais le tour de la planète, ben tu sais, mais il y a une fierté locale qui demeure puis qui est omniprésente chez toi et de redonner la même chose que tu as vécu quand tu étais jeune. Je veux dire, tu vas le faire de cette façon-là également. Fait que moi, je trouve ça brillant comme nom, là. C'est extraordinaire. Puis c'est vraiment... Et ça vient renforcer les fondements de la raison d'être du pourquoi tu fais cette business-là puis que tu fais tous ces efforts-là. Moi, j'adore ça. Moi, je suis bien dans mon nom. Je me suis levée un matin, c'était ce nom-là. J'ai pas eu 18 consultants qui m'ont dit « tu devrais faire ça ». Tu sais, quand tu dis ça vient, c'est viscéral. C'est viscéral. C'est venu dans dedans. L'ADN, il faut suivre notre ADN. Exactement. Et puis, il faut s'écouter, surtout. Il ne faut pas toujours douter. Fait que quand je l'ai déposé avec des avocats, ça a été long, 3 ans quand même avant d'avoir le nom. Fait que le jour que je l'ai eu, j'étais bien contente. Oui. Puis à un moment donné, il faut les faire, ces positionnements-là aussi. Tu sais, moi, au début, quand j'ai parti ma petite entreprise, je disais, je vais être Cléo, mais je m'en fous de Cléo. Moi, je veux juste aider les gens à maximiser le potentiel de l'organisation. Mais là, j'ai fait un choix d'hypercroissance.com. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, là. Moi, voyons, tu sais, puis, tu sais, c'est comme, tu vas me stresser, il faut que tu ailles vite, Mais non, tu sais, fait que,
on peut pas plaire à tout le monde, mais il faut croire en ce qu'on est capable d'offrir puis de faire un monde meilleur. Puis, tu sais, bravo de croire en tes convictions. Moi, j'adore ça. Puis c'est pour ça que tu es ici à part de ça. Super. Alors là, tu parles entreprise. Là, on comprend la vocation, tout ça. Tu as passé quand même aussi dans l'œil du dragon. Tu as fait aussi, t'as fait le Canada aussi. Tu es allé à 2 endroits. Fait que parle-moi un peu de cette espèce de démarche-là et de dire que, tu sais, toi, tu es contente, tu es dans ta propre business, tu es en mode start-up. Puis là, comme tu dis, tu n'as pas peur de rien, puis tu essaies plein de choses. Fait que raconte-moi un peu qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là, ton 0-5 ans. Là. Mon 0-5 ans, il y a toujours tu sais, le fameux livre, le Tipping Points. Oui. Il y a toujours un moment comme déclencheur. Moi, ce moment-là, dans mon 0-5 ans, ça a été un jour, je reçois un appel d'une compagnie de PR de Toronto. Elle me dit, oui, il y a quelqu'un qui aimerait rencontrer quelqu'un de The Unscented Company, puis idéalement, la propriétaire. J'ai dit, c'est moi-même à l'appareil. J'ai dit, c'est Annie Rouleau. Fait que là, elle me dit, ah, parfait, on aurait quelqu'un qui aimerait vous rencontrer, qui a fait la demande à l'hôtel William Gray, dans le Vieux-Montréal. Ah, moi, je dis, OK, parfait, c'est bien correct. Pouvez-vous me dire c'est qui? Non, on ne peut pas, c'est confidentiel. Bon, j'ai dit, OK. Fait que je me pointe là le matin, puis j'ai dit, qu'est-ce que j'ai? Elle dit, t'apportes tes produits dans une boîte. Assure-toi que la boîte est bien identifiée avec The Unscented Company et tu pourras faire ton pitch. Bon, parfait. Cléo, j'arrive là et c'est Gwyneth Paltrow avec Elise Leon, qui est sa directrice de création, qui veulent que je pitch pour Goop et qui me l'ont pas dit d'avance. Wow. Et ça a été mon tipping point. Parce que là, je dis, vous pouvez pas être sérieuse. Vous voulez que je vous pitch une compagnie de savon un matin? Elle dit oui. Elle dit, everything I do, I detox my body, my hair. I want to detox my home with the Unscented Company. Wow. Fait que ça a été mon tipping point. Parce que là, elle a suivi, elle a rentré le produit sur Goop. Ça l'a fait parler de moi dans les Finance Yahoo. Ça l'a comme parti. Ça n'a pas donné un gros contrat, là. Mais ça m'a donné la vitrine. Une belle visibilité. Exactement. Tu sais, des fois, c'est pas l'argent. C'est vraiment l'espèce de contact, la visibilité, l'awareness. Tu sais, quand tu dis, là, c'est un brand awareness, c'est ce qu'elle m'a donné. Oui. Fait que ça n'a pas été en dollars, mais ça a été bien plus riche que ça, finalement. Oui. Et de là, découlé Dragon's Den. C'est à cause de eux. Eux, ils m'ont téléphoné Dragon's Den, puis ils ont dit, viens donc faire le pitch. On a vu que tu avais eu quelque chose avec Gwyneth Paltrow. Oh, j'étais de fou malade. Moi, ça me tente pas, mais pas du tout de m'en aller là. J'avais peur de j'avais peur du rejet. Je pense que j'avais peur de la critique. J'avais peur de me faire détruire mon entreprise parce que si c'est bon là-dedans. J'ai dit non. Puis à un moment donné, ils m'ont rappelé, ils dit, franchement, fais juste l'entrevue, là. Je veux dire, c'est pas grave. Finalement, je suis allée faire l'entrevue. Finalement, je me suis retrouvée à la télévision. Mais le moment, je pense, où là, tu dis, OK, j'ai pu écrire mon plus gros contrat, c'est à cause de Dragon's Den, parce que quand je débarque là, je fais mon pitch, premièrement, ça va mal. Je me rappelle pas de mon nom, je me rappelle pas du nom de l'entreprise, je me rappelle pas c'est quoi ma mission. La nervosité. Ah, mon Dieu, je voyais juste des points blancs partout. Oui. Bien, ça fait de la bonne télé, à ce qui paraît. OK. Là, je dis, OK. OK. On apprend. On apprend. Alors, sauf que ce que je ne savais pas, c'est que tout le long des 5000 pitchs à travers le Canada, le commanditaire principal, c'était Canadian Tire, et lui avait envoyé une équipe de Canadian Tire pour découvrir 2 brands qui distribueraient à travers leur magasin à travers le Canada. Et ils avaient identifié The Unscented Company. C'est que moi, Greg Higgs, le CEO, vient me voir et me dit, « Annie, we're going to distribute your products across Canada. » Et c'est lui qui made the business go. Fait que ça, c'est dans le 0-5 ans. Dragon's Den m'a offert ça. Greg Higgs de Canadian Tire. Puis je lui ai demandé, j'ai dit, « Pourquoi vous voulez Unscented? » Tu sais, ça m'intéresse. Et il me dit, « Nos tablettes se doivent d'avoir des produits locaux, des produits écologiques, B Corp certified and a business owned by a woman. » Fait que là, je me suis dit, wow, OK. Là, lui, j'ai compris qu'il a compris. Et c'est exactement ce que j'aimerais, qu'il y ait des grands donneurs d'ordre qui comprennent. Oui. Tu sais, que ça a un impact d'avoir des produits locaux. Oui, il faut mettre des produits plus écologiques sur les tablettes. Mais ça a un impact aussi des entreprises qui ont une mission sociétale et environnementale sur leurs tablettes.
Exact. Puis tant mieux si Women Own rajoute un peu de crémage sur le gâteau. De crémage sur le gâteau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Exactement. Exactement. Puis parle-nous un petit peu, parce que nous, on n'a pas eu personne qui est certifié B Corp. On entend beaucoup parler. Fait que de plus en plus. C'est ça. Fait que parle-nous un peu de cette certification-là. Qu'est-ce que ça implique? Moi, j'ai eu le coup de cœur quand j'ai écouté en conférence qui est venu à Montréal, Yvon Chouinard, qui est le CEO de Pentagonia. Oui. Et c'est lui qui m'a parlé de B Corp la première fois, où j'ai entendu B Corp la première fois. Et pour ceux que ça intéresse, quand vous lisez son livre « Let My People Go Surfing », ben là, vous tombez en amour avec le concept de B Corp. Et vraiment, lui, il me l'a expliqué avec une image qui était très forte. Il a amené ses employés voir les champs de coton pour voir un peu la source même de leur ligne de linge. Et quand ils sont arrivés sur les lieux, tous les plants de coton avaient un tuteur. Et ils ont demandé, ben pourquoi? Ben, tu sais, les herbicides, ça tue la plante. On doit la maintenir droite artificiellement. Et ça a été fini. Il dit non, ça ne marchera pas, ça. Donc, on va s'engager à avoir des plants qui n'auront pas de pesticides. On va faire des parcelles. Puis là, aujourd'hui, ils ont peut-être 20 %. Et lui est à la genèse d'avoir développé une certification qui n'est pas juste sur le produit, la qualité, le Kaizen, mais qui est sur les valeurs de l'entreprise et ce que l'entreprise veut avoir comme impact sociétal et environnemental. Donc, c'est vraiment un geste légal. Tu ouvres tes statuts d'incorporation et ton profit est important. J'en doute. On ne peut pas mettre un doute là-dessus. On a besoin de l'argent pour développer puis faire de l'innovation puis changer le monde. Mais pas au détriment de l'environnement puis surtout pas au détriment de la communauté. Et là, tu refermes tes statuts d'incorporation. Encore là, un jour, un conseil d'administration arrive. Moi, j'ai 84,6 % de mes fournisseurs qui sont dans un rayon de 500 km de Villemort. Si ma bouteille est fabriquée à Belleuil, elle me coûte 30 sous. Tous les matins que je me lève, j'ai une soumission de la Chine qui m'en coûte 8. Mm-hmm. Je pourrais dire oui pour le coût, mais je dis non parce que mon engagement est pour l'économie du Québec, pour mon écosystème. Oui. Donc, si j'avais un conseil d'administration, ça serait l'optimisation de l'avoir de l'actionnaire à tout prix. Mm-hmm. Et là, ils peuvent dire non, continue. Pourquoi? Parce que dans mes statuts, je considère que d'avoir un fournisseur local, c'est plus important. OK. Donc, c'est comme un peu, ça devient comme un peu un guide des meilleures pratiques pour rassurer une cohérence entre la mission de l'organisation et son déploiement, l'opérationnalisation. Exactement. Pour ne pas déroger de ça. Exactement. Tu sais, tu développes une politique d'approvisionnement responsable où tu définis les critères. Tu sais, moi, j'ai envie de favoriser le développement des fournisseurs avec des entreprises au féminin. Bien, je l'ai mis dans mes critères d'admissibilité ou d'évaluation. Je te dis pas que je vais toujours faire ça, là, dans le sens que je ne vais pas juste prendre des femmes. Quand même. Mais oui, exactement. On prend le temps d'analyser puis de regarder. Puis si on peut avoir un impact positif à faible coût, moi, je me dis, c'est toujours rentable. Donc là, je fais ça depuis 10 ans. Wow! Puis c'est quoi les belles découvertes que tu as fait à travers ce processus-là de fournisseurs? Parce que j'imagine aussi, ça, c'est pas la voie la plus facile, on s'entend, là, tu sais, mais il doit y avoir des beaux ha-ha moments, là, tu sais. Absolument. C'est peut-être pas une voie facile, mais je pense que c'est beaucoup plus facile qu'autrement parce que tu n'es jamais en conflit avec tes convictions. Oui. Fait que ça, moi, je suis bien en tant que personne. J'ai pas de boule dans le ventre là, le matin quand j'arrive. Oui. Est-ce que je fais moins d'argent? Est-ce que ma croissance de profitabilité est plus lente? Elle a sûrement été beaucoup plus lente que n'importe qui. Donc, j'avais ces enjeux-là à expliquer à des financiers que oui, c'est vrai, la rentabilité est peut-être pas au rendez-vous tout de suite, mais elle va l'être demain. Oui. Il fallait que je les convainque de ça. Pourquoi? Parce que il y avait de l'argent qui allait sur autre chose. C'est oui, mes coûts étaient un peu plus élevés au début. Mais là, regardez aujourd'hui ce qui se passe avec les coûts de transport. Moi, c'est pas mal plus rentable, ma business aujourd'hui, en ayant des fournisseurs québécois. Donc, les découvertes, c'est premièrement, je pense la plus grande découverte, c'est qu'on est capable de bâtir des entreprises profitables. Je suis dans les 400 entreprises, je suis la 100e, tu sais, dans le fastest growing company in Canada. Donc, on est capable de développer des entreprises profitables, mais durables. Donc, on n'est pas obligé de faire un choix. Puis, c'est pas parce qu'on parle aujourd'hui de respect d'environnement et de communauté qu'on est des OBNL. Là, il faut quand même faut arrêter. Je pense qu'on peut avoir des belles entreprises en hypercroissance,
mais de garder nos convictions, nos valeurs, développer localement. Pour moi, ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que pour tous les B Corp, c'est important. Chacun choisit ses valeurs. Oui. Et c'est là-dessus que tu développes. Mais ce que j'aime, le point que j'aime, ce que tu apportes, c'est qu'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Et souvent, c'est traité soit l'un ou l'autre. Il faut que tu sois un OSBL ou tu es un capitaliste ou tout ça. Mais je regarde, puis tu sais, moi, je regarde présentement toute la situation qui se passe avec l'Ukraine, tout ce qu'on entend par rapport à la Chine. Je pense que de créer un écosystème local est l'avenir. Je sais pas, tu sais, avec les tendances que tu vois, c'est-tu la même chose? Absolument. Oui, hein? Bien, parce que moi, je veux dire, il n'y a rien qui me plaît plus le matin de me lever puis d'aller voir François fabriquer mes bouteilles à Vaudreuil ou là, hier, Jean-Sébastien à Belleuil couler mon savon puis de parler de développement puis d'innovation puis qu'est-ce qui s'en vient puis de voir qu'on est en train de contribuer au succès de d'autres entreprises, tu sais, que je connais. Oui. Tu sais, c'est ça, moi, je trouve la différence puis la beauté d'avoir cette connexion-là, de développer un écosystème. Puis favoriser la croissance ici avant de la favoriser ailleurs. Oui. On a des enfants toutes les deux, ben on veut quand même Oui. leur offrir des opportunités qui valent la peine. Quelle belle conviction. Moi, j'adore ça. J'aime ça. Et et là, dans le fond, aujourd'hui, quand on parle, parce que, tu sais, tu as le 0,5 ans, fait que là, on comprend bien, tu sais, cette notion-là, là, on a bifurqué vers le B Corp. Bon, le mode start-up, tu as eu des belles opportunités, des beaux événements qui ont permis de te propulser. Et là, on parle, ça fait combien d'années, le B Corp? Là? Ça fait, 2015. 2015, ouais. OK. Fait que là, ça fait quand même... parmi les premières, on était trop autour de la table à l'époque, puis elle se dit, « Hey, my God, ça va-tu débloquer ce mouvement-là? » Oui. Et je suis devenue comme une ambassadrice naturelle. Donc, à chaque fois que j'allais faire soit une intervention dans une université ou un podcast, je parle de B Corp. Oui. Et là, franchement, on commence à avoir des superbes entreprises. Là, dernièrement, il faut avouer, c'est Nespresso qui est devenu B Corp. Oui. Oui. Donc, c'est quand même rien. C'est quand même pas... Excusez, c'est quand même pas rien. C'est exact, ça. Exact. Ben oui, exactement. Ce mouvement-là, puis est-ce que tu vois, tu sais, pour nos auditeurs, des entrepreneurs qui pensent à ça, ce serait quoi les éléments clés de réflexion, tu sais, pour dire est-ce que je devrais être B Corp ou pas? Parce que moi, c'est souvent des choses que je vois revenir dans les réflexions stratégiques, mais les gens n'osent comme pas. Fait que ce serait quoi tes recommandations? Ben moi, je trouve que B Corp, c'est un questionnaire, tu sais, à prime abord. C'est 200 questions, je pense. Oui, c'est 200 questions. Il faut que tu ailles un certain pourcentage. Absolument, 80 sur 200 pour passer. OK. Moi, je pense que l'élément de réflexion, c'est que souvent, si on se pose la question, c'est qu'on a envie de faire des changements ou on a envie. Et que d'avoir un cadre structuré, ça te permet de développer des politiques et des procédures. Oui. Parce qu'on reste des entreprises, on reste en croissance, il y a toujours des nouvelles personnes. Donc, quand tu as ce cadre-là, puis ta fondation est solide, bien, tu peux construire un château là-dessus en gardant tes valeurs. Mais tu n'as pas le choix que d'avoir un cadre. Moi, j'ai certifié l'entreprise de mon père ISO 9000. Oui. J'ai adoré ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait un cadre, c'était clair. Et là, le fait de B Corp, oui, on peut être B Corp dans l'âme puis jamais aller chercher une certification, puis c'est bien correct. Mais je trouve que quand on va chercher une certification, c'est que ça solidifie la fondation et ça te permet de faire des embauches aussi en lien avec ça et de construire avec une équipe qui croit à tes valeurs parce qu'elles sont bien identifiées. Oui. Fait que c'est ça, moi, je pense, l'élément de réflexion, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux-tu juste m'assurer d'avoir des bonnes pratiques, parce que ça peut être correct aussi, ou j'ai envie de même attirer. Puis on voit que la marque employeur aujourd'hui est hyper importante. Oui. C'est pas juste d'offrir des cocktails de bière le vendredi soir à 5 heures, là. Non. C'est plus ça, une marque employeur. Ça va au-delà, ils veulent travailler pour des entreprises qui rejoignent leurs valeurs, ils veulent travailler des entreprises qui ont une mission. Ils veulent contribuer. Ils veulent du sens. Ils veulent du sens. Exact. Et ça, je le vois parce que quand ils viennent, moi, je reçois des CV parce qu'ils veulent travailler pour une B Corp. Exactement. Et surtout, je dirais, la génération, la jeune génération ont beaucoup plus cette conscience-là que peut-être nous, on l'a à un certain âge. Tu sais, c'est trouver le sens, le pourquoi. On revient beaucoup à la base, hein, tu sais, de plus en plus. Et là, OK, bien ça, c'est intéressant. Et quand on
regardes le 0,5 ans, là, tu essaies, j'imagine, plein d'affaires. Là, tu es en croissance, tout ça. Alors, comment tu t'organises? Là, tu as structuré le côté, moi, j'aime ça, c'est de l'intention à l'action. Tu sais, pour moi, de ton intention avec le nom de ton entreprise et ta raison d'être à l'action avec une certification B Corp. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les dessous de ça? Parce que j'imagine aussi, il y a de l'hypercroissance. Là, distribué chez Canadian Tire, ça doit changer quand même la façon de faire. Oh, non. Tu sais, je suis toujours habituée d'expédier 6 ou 7 boîtes et là, c'était 79 palettes. Oh. Mais, tu sais, c'est comme une période de gestation. Tu as le temps. Oui. De te préparer. C'est pour ça, tu sais, c'est pour ça qu'on a eu 5 ans ou 3 ans ou 4 ans, mais c'est que ça te prépare pour l'avenir puis d'assumer ces contrats-là. C'est sûr qu'il y a des petits roadblocks, mais tu passes par-dessus parce que ça t'améliore. C'est ça qui fait qu'on est des entrepreneurs. Oui. Tu sais, il n'y a jamais vraiment de moment d'incertitude dans tout ça pour moi. Je suis prête, je suis capable d'assumer la croissance, j'ai une relation avec mes fournisseurs qui est essentiel parce que c'est eux qui me permettent de croître. Donc, cette proximité-là me permet d'avoir une super relation. Donc, quand ces gros contrats-là arrivent, parce que oui, c'est 79 palettes, là, je veux dire, j'avais pas assez de mon salon, là. Il faut le planifier, mais ça s'est fait relativement bien. Franchement, j'ai pas de mémoire de me dire « Oh my God, mais dans quoi je me suis embarquée? » J'ai pas ça du tout. Au contraire. C'est sûr que le 0 à 5 ans, là, après ça, au bout de 5 ans, bien là, on s'en parlait un petit peu plus tôt, il a fallu que je fasse un changement moi-même, personnellement, de passer de la start-up, de la petite entreprise, à une attitude d'hypercroissance. J'avais pas le choix. Puis ça, Cléo, c'est toi qui nous l'as donné parce que je t'ai écouté dans une formation qui a été pour moi tellement révélatrice et qui a changé mon approche à ma business. J'en avais besoin. J'avais besoin de ce petit coup-là de parler d'hypercroissance. Pourquoi? Parce que ça réajuste nos objectifs, ça réajuste notre B Corp en fonction de dire, OK, là, on est une vraie business. Bien, pour une vraie business, il faut que j'aide les employés, premièrement, à atteindre ces objectifs-là. C'est pas juste à propos des objectifs de la business, c'est que tu as du monde qui ont des carrières à gérer dans ma business. Oui. Et je voulais les aider. Donc, changer mon mindset de start-up. Puis comme je te disais, tu sais, j'aimais ça, le mot start-up. Pour moi, c'est de l'agilité, c'est la jeunesse. Y a comme quelque chose de plus convivial. Une légèreté, tu peux tourner sur une scène, oui. Exactement. Oui. Où là, l'hypercroissance, pour moi, ça signifie aussi une structure, ça signifie un plan, ça signifie des objectifs. Et là, j'étais rendue là. Oui. Donc là, je trouve que l'avenir est beaucoup plus clair pour moi qu'à une certaine époque. Mais en même temps, c'est correct parce que les fondations sont solides. C'est ça que tu viens de nous expliquer. Oui, les fondations sont solides, l'ADN. Tu sais, moi, j'imagine toujours, tu sais, je dis toujours, tu sais, comprenez bien sous l'iceberg. Tu sais, on dit toujours, on voit 10 de l'iceberg, là, mais tous ces processus-là, là, façonnés au fil des années, les compétences fondamentales que tu as mis de l'avant, à un certain moment donné, sont maîtrisées, sont acquises. Il faut les maintenir, toujours les faire évoluer en fonction des tendances, tout ça. Mais après ça, c'est OK, bien maintenant, ayons un impact plus grand, pourquoi pas? Là, t'es bonne, mais c'est ça. Tu vulgarises exactement. Tu sais, des fois, on n'a pas les mots parce que j'ai pas parti la business dans cette optique-là. Oui. Puis j'ai pas façonné mes valeurs dans cette optique-là non plus, mais quelqu'un comme toi qui est justement capable de bien identifier, c'est exactement ça. Je pense que j'ai 52 ans aujourd'hui. Oui. Bien, il y a une partie de ça que c'est de l'expérience. Bien, tout à fait. Et 52 ans fait 10 ans. Donc oui. Là, on est à la tête. Alors là, comment tu vois le futur, justement? Tu sais, c'est quoi je suis en plein dedans, je trouve. Je suis en plein dedans. Oui, je suis en plein dedans parce que moi, plus je vends mon produit, plus je réduis l'empreinte de plastique. OK. Donc, il faut... Et je continue à éduquer parce que les gens ne sont pas habitués. Moi, premièrement, j'arrive puis je t'offre un produit écologique. Déjà en partant, les gens me disent « ça ne marche pas puis c'est de l'eau ». Ou c'est trop cher. Donc, il y a encore des perceptions. Après ça, j'y arrive, puis j'ai dit, il n'y a pas de fragrance. Bien là, ça ne sent pas le citron ou la lavande, ma cuisine n'est pas propre. Ou si ça ne sent pas l'eau de javel, c'est pas désinfecté. Donc, tu sais, tu as ces deux. Et là, après ça, je leur dis, bien là, ça vous tente-tu de ramener votre bouteille, moi, vous la remplir? Oui. Ah, bien là, je les ai perdus. Donc, j'ai énormément d'éducation à faire et je trouve que là, je suis dans une bonne positionnement parce que j'ai je peux pas dire c'est le bon terme, la tribune où j'ai
le marché qui commence à connaître des unscented, où là, mon message, il commence à mieux être véhiculé. Il commence à avoir de la traction. Bon, c'est ça. Il commence à avoir de la traction. Oui. Et c'est ça, l'avenir. Oui. C'est d'être capable d'avoir cette traction-là, puis de dire, hey, go, là, on est capable d'ouvrir les valves, on est capable de continuer notre éducation, puis de parler d'empreintes de plastique et surtout parler de réduire cet emballage de plastique à usage unique. C'est pas juste la bouteille d'eau, là. C'est la bouteille de shampoing, c'est votre bouteille de liquide à vaisselle, votre bouteille. Oui. Si on est capable de vraiment parler de ça, on va être correct. Oui. Puis c'est pas facile. Moi, je me rends compte, les entreprises qui sont vraiment des innovateurs, c'est que des fois, le marché n'est pas prêt à recevoir ton message. Hein? Mm-hmm. C'est souvent qui arrive. La première télé, là, je ne me rappelle pas, il y a un article là-dessus, mais la première télé plate, là, la télé, il n'y a pas eu de succès, mais c'est le deuxième qui l'a retravaillé, tout ça. Fait que moi, j'aime beaucoup ta résilience et ta patience dans ce processus-là, de dire, regarde, on va y aller à petit pas, je vais vraiment croire en mes convictions. Et là, l'attraction, on la sent dans le marché. Et de faire de l'éducation aujourd'hui, je pense que les entreprises comme on a, c'est d'être expert dans quelque chose, puis de transférer cette passion-là. Puis après ça, sky's the limit. Puis après ça, tu ne plairas pas à tout le monde, puis c'est correct. Mais je pense que le timing, en fait, la traction vient, mais le timing aussi de ce qui se passe est bon. Ben, je suis pas mal sûre que quand que Greta a le marché dans la rue à Montréal avec cette oui, millions de personnes qui ont marché, il y a eu dans la population une espèce d'éveil collectif sur les changements climatiques. Donc, je pense que tout ça fait aussi en sorte qu'il y a un moment, comme tu dis si bien, de timing. Oui. Et après 10 ans, Unscented a fêté ses 5 ans, donc c'est en 2016 que j'ai lancé ça. Là, il y a un timing. Oui. Et puis, la compagnie, elle est prête à assumer ce timing-là. Je suis comme pas en retard. Je suis en avant. Je suis en avant de la game pendant 5 ans. Là, je l'ai trouvé raide par bout. Oui. Mais là, je sens qu'effectivement... et puis le côté unscented, ça reste une niche. Oui. Je reste pas masse, je reste pas... Non. Mais j'ai une super niche. Autant des femmes qui ont envie de ne pas avoir de parfum ou de... avoir juste leur parfum dans le cou qui, tu sais, pas avoir toutes les odeurs de lessive, puis le shampoing, puis les autres qui sont soucieuses de l'écologie, donc ils veulent moins mettre de produits chimiques sur leur peau, sur leurs cheveux. J'ai tout ça. Mais j'ai les hommes qui vont chez Canadian Tire, qui vont faire de la chasse, de la pêche, du camping, qui n'ont pas envie que ça sente la lavande dans les cheveux pour attirer bébite. Oui, donc, j'ai comme différents, tous les enfants qui ont des allergies, de l'asthme, qui ont juste envie d'avoir des produits plus sains. Oui. Donc, vraiment, mais ça reste une niche. Ça reste une niche, oui, exact. Absolument. C'est correct. Mais c'est drôle parce qu'on a reçu sur le podcast aussi Michel Favouzi. Okay. Et des produits Favouzi. Et lui, dans le fond, tu sais, toute son histoire aussi, c'est les huiles d'olive de haut de gamme. Mm-hmm. Puis il dit, je suis très nichée, mais aujourd'hui, mon passionné gourmand qui définit comme sa personne cible, il dit, bien, mon passionné gourmand, il est quand même chez GA. Puis ça, c'est moi. J'ai pas le temps d'aller dans la petite boutique au centre-ville, au marché Jean Talon, mais je vais acheter son huile d'olive, tu sais, très dish, là. Donc, je veux l'avoir disponible. Puis parle-nous un peu des produits, parce que c'est innovateur aussi, tes produits, tu sais, explique-nous un peu la gamme pour que les gens qui comprennent un peu aussi. Bien, c'est ça, c'est vraiment des produits nettoyants. Donc, quand on parle de produits nettoyants, c'est un tout-usage, c'est un liquide à vaisselle, c'est du détergent à lessive. Et chaque produit que je vais mettre sur le marché, j'ai les produits corporels, shampoing, revitalisant, gel douche, j'ai toute cette gamme-là. Tu as les shampoings secs, les shampoings de bâton, bien c'est ça, là, c'est ça, je veux que tu là, évidemment, quand tu as une mission de réduire la bouteille de plastique à usage unique, chacun de ces produits-là a son penchant en recharge. Donc, tout de suite en partant, tu peux acheter le petit format d'une bouteille de liquide à vaisselle ou d'un shampoing. On va prendre le shampoing, tu la mets dans ta douche, tu as le sac de remplissage ou le 4 litres de remplissage, mais définitivement, tu peux réutiliser ta bouteille. Ma bouteille est en HDPE, donc ça veut dire qu'elle est entièrement réutilisable et recyclable, et l'étiquette est en vinyle, elle n'est pas en papier. Okay. Parce que si tu la laisses dans la douche puis que c'est pas très beau, tu vas la mettre au recyclage. Oui. Bon. Et là, le deuxième, c'est que tu as le shampoing solide, la barre de shampoing, où il n'y a pas d'emballage de plastique, que c'est une barre. Puis ça, malheureusement, dans les 10 dernières années, ça n'a pas fait une bonne presse. Pourquoi? Parce que les shampoings en barre, c'était des shampoings quand tu allais en camping, puis après 3 jours, tu n'en pouvais plus que tu utilisais comme shampoing. Oui. C'est pas ça. Moi, je voulais un shampoing que je viens de voir un matin. J'ai lavé ma tête avec un shampoing en barre, un conditionneur en barre, puis c'est comme si j'étais allée chez la coiffeuse. Tu sais,
La qualité est là. J'avais envie d'avoir une qualité salon. Oui. Et c'est ce que j'ai développé. OK. Donc oui, c'est toute cette gamme de produits nettoyants corporels, maison, en recharge ou en solide. OK. Puis, regarde, c'est ça, parce que moi, j'avais tout suivi ça, là, les savons, puis tout ça. Puis, on n'a pas nécessairement... Mais, tu sais, j'invite les gens à l'essayer pour justement avoir cette bonne conscience-là. Et aujourd'hui, tu es distribué à peu près partout, non? Bien, j'aimerais ça dire oui, là, non. Mais j'ai 5000 points de vente à travers le Canada. OK. Mais distribué un petit peu Sobeys, Metro, Loblaws, Canadian Tire, puis tout dans les petites boutiques de produits naturels, puis... OK. Mais pas partout. Okay. Pas partout encore. Il faut ça, c'est des contrats de sièges sociaux. Tu n'as pas le choix. OK. Fait que toi, tu passes toujours par les sièges sociaux pour après en faire la cascade. Oui, puis j'ai pas toujours réussi. Mais j'ai réussi avec l'Oblast pour à travers le Canada, avec Canadian Tire. Mais là, métro, c'est pas encore réglé dans toutes les métros. Sobeys non plus, mais ça s'en vient. OK. Fait qu'on travaille. Fait que, oui, on mais travaille je parle fort. juste pour que les auditeurs, si c'est la première fois qu'ils entendent. Tu sais, moi, chez Canadian Tire, quand même, moi, je suis à Rosemère, là, il y a une super belle section. Oui, c'est vraiment bien fait et tout. Fait qu'on peut aller chercher ça là. Oui. Okay. Métro, oui, Rachel Berry, GA. Oui. Puis si ils ne les ont pas, ben c'est une belle opportunité de les demander. les demander, exactement. Pourquoi pas, exactement. Et là, j'aimerais tomber, fait qu'on a parlé beaucoup de l'entreprise. Là, j'aimerais tomber du côté de la femme, du côté d'Annie. Et tu as plein d'implications. Là, je comprends d'où ça vient avec ce que tes parents faisaient et tout. Fait que du côté d'Annie, quelles sont tes implications? Je lisais des trucs sur toi. On parlait de entrepreneur en résidence, donc pour l'université. Peut-être nous parler un peu de tout ce volet-là, plus aussi implications sociales. On a parlé beaucoup d'implications environnementales, mais le volet social et de redonner à la communauté. C'est sûr que depuis que l'entreprise existe, donner à la communauté, je l'ai toujours fait, normalement. Mais un petit chèque ci, un petit chèque là, pas vraiment d'engagement, du support financier. Oui. Puis, avec le temps, là, j'ai décidé que non, là, il fallait que ça fasse partie intégrante de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment moi où j'ai choisi une cause, Share the Warmth, qui est dans le quartier de Pointe-Saint-Charles, à côté du bureau, où là, on a décidé de prendre des 0,5 % des ventes par année, 10 % des profits du Black Friday pour Share the Warmth. Donc là, je concentre mes efforts en temps et en argent à un organisme à but non lucratif. Et moi, chez nous, au niveau sociétal, tous les employés doivent faire 20 heures de bénévolat obligatoire sur les heures de bureau. Okay. Et on a décidé de le faire à la même place, à Share the Warmth. Fait que là, ça fait que tout le monde le fait dans un organisme spécifique. Et donc, là, on a un impact, puis on est capable de mesurer notre impact. Fait que moi, j'ai décidé de m'impliquer personnellement, évidemment, dans cet organisme. C'est quoi cet organisme-là? C'est Share the Warmth, Partageons l'espoir. Et c'est une banque alimentaire. Donc, évidemment, on va être à la banque alimentaire. Il y a un petit magasin aussi de linge. Il y a des aides aux devoirs. Il y a des aides à la cuisine pour les enfants. Tout dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. Donc, un quartier défavorisé. Donc, là, présentement, tous les employés font du bénévolat à la banque alimentaire parce que c'est ce qu'ils ont besoin. Okay. Mais avec le nombre d'heures qu'on leur donne, ils sont capables de s'organiser et de planifier à l'avance. Ils n'ont jamais eu ça avant. Oui. Donc, c'est vraiment bénéfique pour les deux parce que pour moi, les gens, le fait de faire du bénévolat, se sentent interpellés. Ils en parlent le soir à la table. Et c'est ça que j'ai envie d'avoir. Donc, moi, c'est le côté qui était personnel de me dire, hey, là, on va arrêter de faire des petites implications un peu partout. Je vais en prendre une. Et je suis une personne qui va aussi beaucoup dans les universités. Je jasais dans les cours. MBA à l'UQAM, j'ai l'ETA, j'ai HEC, j'ai McGill, j'ai Concordia. Donc, chaque fois qu'un professeur a envie de parler de B Corp et d'autres entrepreneuriales, là, le dernier, c'était Concordia dans un cours d'MBA, ça, je suis hyper disponible. Parce que je pense que de redonner à l'éducation, ça fait partie de moi. Ça fait partie d'éduquer aussi. Ça fait partie du brand awareness de B Corp. Ça fait partie de construire l'intelligence collective par rapport à ce sujet-là aussi. Probablement. Tu sais, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui m'attire, qui m'a toujours attiré. L'Université d'Ottawa, où j'ai étudié, a été tellement bon. Moi, j'ai une bourse à mon nom, la bourse Annie Rouleau. Je ramasse de l'argent où on donne 1 à 2, dépendamment des années, bourses à des étudiants, idéalement qui sont en entrepreneurship et idéalement qui sont des femmes. Donc, j'essaie. Il y a des années que c'était pas possible parce qu'il y avait pas...
ça semble qu'il n'y avait pas les candidats pour. Mais donc, peut-être que le côté académique m'a toujours interpellée à ce niveau-là. Et là, cette année, je suis devenue Entrepreneur in Residence. Ça, c'est pour Concordia. OK. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ben, moi, je ne savais même pas. Moi, j'ai été obligée d'aller googler quand on me l'a mis. Mais je trouve ça beau, le nom. Oui, c'est entrepreneur en résidence. Et la doyenne, écoutez, Mme Croteau, Anne-Marie Croteau, c'est de l'or en barre. Elle est en train, je trouve, de rendre Concordia parmi les top en Amérique du Nord. Et pour elle, Entrepreneur in Residence, c'est d'amener des gens de l'extérieur au sein du campus pour pouvoir les conseiller sur le cursus du cours en entrepreneurship, pour faire des conférences, des panels. Le Women's Leadership, c'est vraiment d'intégrer la communauté d'affaires à l'intérieur pour justement donner un côté plus, je ne vais pas dire réaliste, mais peut-être plus pragmatique. Oui, pragmatique. Bien, c'est sortir un peu de l'académique pour être capable de comprendre les vrais enjeux. C'est ça. Et ils ont décidé de choisir un Entrepreneur in Residence, une femme avec la certification B Corp. Oh, wow! Fait que ça, quand t'as une doyenne comme ça qui favorise ça, qui met ça de l'avant, bien là, on vient d'aider toutes les jeunes femmes à Concordia à pouvoir poser des questions, puis suivre mon parcours, puis de m'appeler, puis Dieu sait, je suis disponible tout le temps à répondre à leurs questions ou leurs courriels ou quoi que ce soit. Puis là, la question que j'ai, est-ce qu'Annie adore la nuit? Mais voyons donc, non. Et puis j'ai 2 enfants, puis je vous dis, je n'ai toujours pas négligé dans tout ça. Non, parce que c'est ma priorité. Oui. C'est ma priorité d'être à la maison. Je pense que, bon, il y a des choses que j'ai laissées comme un peu ma mise en forme. J'ai bien de la misère à pas dîner. Ça fait que moi, quand j'arrive à 5 heures le soir à la maison, je vais tout manger. C'est pas sain, c'est pas bon. Oui. Donc, j'ai du travail à faire à ce niveau-là, mais je dors mes 8 heures tout à fait. Je fais les devoirs. Moi, j'ai un petit garçon qui est dyslexique, dysorthographique et TDA. Alors, là, il est en secondaire 3, mais j'ai fait beaucoup de devoirs avec lui. Beaucoup. Mais tu es présente, tu es à la maison avec ta famille. J'aime ça. Puis c'est ma priorité. Je ne suis pas dans les cocktails le soir. Je ne suis pas dans les réseau d'affaires encore très impliqué parce que je n'ai pas ce temps-là. Oui. Le temps qui me reste, je le passe avec ma famille, avec mes enfants. Oui. Puis c'est ça. Oui. Puis c'est correct en soi, mais tu es impliquée dans Chef de file. On s'est croisés, là, tu sais, qui est un beau programme de la Caisse de dépôt aussi. Mais ça reste sur les heures de bureau. Oui. Et je trouve que ça fait partie de ma propre formation. Puis le dernier, c'est avec toi que je l'ai fait. C'est toi qui étais l'intervenante. On a besoin de ça. On a besoin de se faire un petit peu brasser, comme tout entrepreneur, tu sais, d'aller se challenger. J'ai pas de comité aviseur, j'ai pas de comité autour, j'ai pas de mentor non plus. Ça me manque. Alors là, moi, je choisis un peu Catherine Sanson à la Caisse de dépôt avec Chef de file. Pour moi, c'est elle qui m'a impliquée. Oui. Donc, moi, je vais chercher mon énergie chez des gens comme vous. Oui, exactement. Mais il y a quelque chose que tu as amené, puis ça fait longtemps que j'y pense, puis que j'ai réfléchi. Et il y a une chose, tu as dit, puis je pense que la pandémie a créé ça, tu as dit, on va faire 20 heures de bénévolat, mes employés se doivent de faire 20 heures de bénévolat sur les heures de bureau. Oui. Tu ne veux pas aller nécessairement dans les cocktails, tu veux privilégier ton temps en famille, mais tu vas participer à des activités qui sont sur les heures de bureau. Oui. Et je pense que la pandémie, puis corrige-moi, mais moi, la tendance que je vois, c'est tout doit se concentrer dans des heures de bureau pour laisser du temps à la famille, de l'espace. Et aujourd'hui, quand tu organises un party le vendredi soir, les gens ont envie d'être avec leur famille le vendredi soir. On dirait que la pandémie a renoué cet élément-là, ce noyau-là familial qui est beaucoup plus important. Et je vois, mettons, les activités pour la culture d'entreprise qui reprennent. Lorsque c'est fait un vendredi midi puis qu'on prend tout le monde notre vendredi après-midi, tu vas avoir un beaucoup plus grand taux de participation que le vendredi soir. Puis je pense que ça devient partie intrinsèque. Là, c'est beau la productivité, là, mais tu vois la cohérence. Absolument. Puis je pense que tu as tout à fait raison. On ne l'analyse pas parce que je ne prends pas le temps de l'analyser, mais je pense qu'on était tombé dans l'extrême. Moi, la pandémie, effectivement, ça m'a fait arrêter un petit peu de courir. On est devenu un petit peu plus slow living, mais on était tombé dans l'extrême, là. Oui. Parce qu'il faut des fois dire non. Puis je disais beaucoup non. Je me disais, comment est-ce qu'ils font les gens qui disent oui à tout? Oui. Tu peux pas. Exact. Il faut se protéger, mais en même temps, c'est comme sain. C'est comme, j'aime ça. Alors, Annie, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé parler qu'on n'a pas eu, que je t'ai pas posé? Il me semble qu'on a fait le tour des affaires. Fait que de quoi, Annie, dans 10 ans, là, va être où, Annie, selon toi?
Oh my God, dans 10 ans, ça passe tellement vite le temps, j'ai comme l'impression que ça va passer vite. On va avoir, bon, au niveau entreprise, je pense que mes bases vont être bien solides en Amérique du Nord, au Canada. J'ai pas des ambitions internationales. Pas du tout. J'ai des ambitions où j'aimerais que mes parties de bureau, comme on parlait, se fassent dans mon salon. Donc, oui. ça limite un petit peu ce que j'ai en tête au niveau de l'ampleur de l'entreprise. Je pense que si j'arrive justement à développer une entreprise qui est déployée en Amérique du Nord et garder mes valeurs, grossité, d'avoir plus de... Je vais avoir atteint mon objectif. Je vais avoir vraiment atteint mon objectif. Personnellement, my God, j'espère d'être capable de contribuer peut-être avec d'autres entreprises, soit sur des conseils d'administration. Tu sais, il y a comme cet aspect-là que j'aimerais pouvoir aller peut-être à l'université aussi, avoir un petit chargé de cours. Dans 10 ans, il y a des petites affaires comme ça, mais je pense pas trop, mon Dieu. Je suis pas là encore. Oui. Ouais. Tu es dans le moment présent. Je suis dans le moment présent. C'est très carpe diem, oui. Oui, c'est parfait. Seize the moment. Exactement. Annie, merci de tout ce partage-là de connaissances. J'ai appris comme à tous les fois que je te parle. Alors, merci infiniment de ton passage ici à Histoire d'hypercroissance. Oui, merci, Cléo. OK. Super. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.